Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une situation médicale un peu paradoxale. Une maladie fréquente, mais dont on entend très peu parler en fait. Oui, c'est ça. On va explorer ensemble ce que nous dit l'association Lichen Scléreux. Elle se bat depuis plus de 13 ans maintenant pour briser ce silence. Exactement. Et notre base, c'est vraiment leur site web. Il est très complet, mis à jour tout récemment, là en septembre 2025. D'accord. L'idée, c'est de comprendre ce qu'est ce fameux lichen scléreux, le LS comme on dit parfois, qui ça touche, pourquoi c'est si compliqué souvent d'avoir un diagnostic, Hmm. et puis surtout découvrir le rôle clé de cette association. Elle est basée en Suisse, mais elle rayonne sur toute l'Europe, c'est vraiment un point d'appui essentiel. Et pour bien montrer le paradoxe dont je parlais au début, il y a un chiffre qui frappe, donné par l'ASSO. Ah oui, hein. Médical parfois. C'est ça le truc. Ce décalage énorme entre la fréquence et le silence. Et ce silence, il a des conséquences très lourdes pour les gens qui vivent avec. C'est d'ailleurs pour ça que l'association a été créée en 2013. D'accord. Son nom officiel, c'est Verein Lichensclerosus. Basé en Suisse, oui, mais vraiment engagé partout en Europe. C'est une structure à but non lucratif, tout repose sur des bénévoles. Des bénévoles. Souvent des personnes qui sont elles-mêmes touchées par la maladie d'ailleurs. Et leur mission, si j'ai bien compris, c'est d'être un peu le point de contact qu'elles auraient aimé trouver elles-mêmes, c'est ça? C'est exactement ça. Ça dit tout sur l'isolement, le manque d'infos auquel on peut être confronté. Donc oui, être ce point de contact central, c'est vraiment le cœur de leur action. Pour les malades, mais pas seulement. Non, non. Pour les personnes atteintes, bien sûr, mais aussi leurs proches, le partenaire, parce que ça touche l'intimité, forcément. Oui, bien sûr. Et puis, point super important pour les professionnels de santé, ceux qui veulent en savoir plus sur cette pathologie. L'idée, c'est de créer une communauté, un soutien et surtout garantir une info fiable, sérieuse. Et apparemment, le besoin il est criant. Il parle de plus de 5000 contacts par an. Oui, ce chiffre, il est très parlant. Il montre bien le vide qu'il y avait avant et qui existe encore, soyons clairs. Hmm. Ces contacts, ce sont des femmes, des hommes, des parents aussi, inquiets pour leur enfant. Tous cherchent des infos sûres ou alors des noms de médecins qui connaissent la maladie. C'est souvent le début du parcours du combattant, ça. 13 ans de bénévolat. Ça représente une sacrée expérience accumulée. Ah oui, et un réseau qu'ils ont tissé petit à petit. Concrètement, ça se traduit de comment, cette AD? Qu'est-ce qu'ils proposent comme service? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, leur site web. C'est une mine d'or, une vraie bibliothèque sur le sujet. D'accord. Très détaillé en allemand, mais il y a aussi les infos essentielles en anglais, espagnol, italien, portugais et même russe. C'est déjà une super ressource multilingue. Mais ils font pas que de l'info en ligne, j'imagine. Vu le sujet, le contact humain doit être hyper important. Essentiel. Ils organisent des groupes d'échange, de parole, des ateliers aussi sur des thèmes précis, des conférences, Ah oui, oui. et ils proposent même des entretiens individuels par visio. C'est crucial pour rompre l'isolement, ce sentiment d'être seul ou seule avec une maladie dont on n'ose même pas parler. Et au-delà de l'aide directe aux personnes touchées, ils essayent de faire bouger les choses plus globalement, au niveau médical, sociétal. Oui, c'est un axe majeur. Ils font des relations publiques pour que le LS soit mieux connu. Ils informent activement les médecins, les soignants. On va voir à quel point c'est nécessaire. Mhm. Et ils sont présents sur les congrès médicaux avec des stands pour sensibiliser directement les pros sur le terrain. Et ils jouent collectif, ils travaillent en réseau. Tout à fait. La collaboration, c'est la clé. Ils bossent avec des experts médicaux, bien sûr, mais aussi avec d'autres associations de patients. D'accord. Notamment en Italie, l'Associazione Italiana Lichen Scleroatrofico, et puis plusieurs en France. L'île va bien, Périne est bien aimée, Vénus à fleur de peau, Vulva. Ah oui, il y a du monde. Ça renforce leur action au niveau européen, c'est clair. Une association comme ça qui tourne sur des bénévoles, elle a besoin de soutien, forcément. Comment on peut les aider si on le souhaite? Il y a deux moyens principaux. Adhérer ou faire un don. Ok. On peut devenir membre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire de manière anonyme, via un formulaire en ligne. C'est une attention délicate vu le caractère intime du problème. Oui, c'est bien pensé. Et pour les dons, c'est possible en francs suisses, via PostFinance, IBAN ou même Twint. Ah, pratique. Ou en euros, via une banque autrichienne. Et puis classiquement, par carte via PayPal aussi. Chaque contribution aide pour maintenir tout ce qu'ils offrent gratuitement. Bon à savoir, clairement, cette association répond à un énorme besoin. Pour comprendre l'ampleur de leur tâche, il faut qu'on parle un peu plus de la maladie elle-même, le lichen scléreux. C'est quoi exactement? On prononce lichen, c'est ça? Oui, lichen, exactement. C'est une maladie inflammatoire chronique de la peau.
Chronique, d'accord. Elle touche surtout la zone génitale, anale, mais parfois ça peut apparaître ailleurs sur le corps. Le vrai problème, c'est qu'elle est très souvent méconnue, confondue avec autre chose, du coup sous-diagnostiquée, et puis il y a ce tabou énorme autour. On a parlé du chiffre choc, une femme sur 50, et même une sur 30 à la ménopause. Mais l'ASSO insiste bien, c'est pas juste une maladie de femmes âgées. Ah non, pas du tout. Un tiers de leurs membres femmes ont entre 15 et 40 ans. C'est hyper important ça aussi. Ça touche vraiment tous les âges. Et pas que les femmes d'ailleurs. Effectivement, les hommes aussi sont concernés. Moins souvent, c'est vrai, environ 1 sur 1000. Quand même. Les garçons aussi, 1 sur 200. Et les petites filles, 1 sur 900. Ce qui est commun à tous, c'est que beaucoup de gens ignorent pendant des années, parfois des dizaines d'années, qu'ils ont cette maladie. Quels sont les signaux d'alerte? Les symptômes qui devraient nous mettre la puce à l'oreille? Alors, le symptôme numéro 1, le plus fréquent, ce sont des démangeaisons intenses et ou des sensations de brûlure qui reviennent tout le temps au niveau de la zone intime. C'est souvent ça qui pousse à consulter. D'accord. Démangeaisons de drôlure. Il peut aussi y avoir des douleurs, spontanées ou provoquées. Chez les femmes, un truc très typique, ce sont des petites déchirures de la peau, surtout pendant les rapports sexuels, Aïe. et puis des infections urinaires à répétition ou des symptômes qui ressemblent à une cystite. Ça peut aussi être lié. Et est-ce qu'on voit des choses? Des signes visibles? Oui, et c'est important pour le diagnostic, la peau peut changer d'aspect. Elle peut devenir plus pâle, blanchâtre, parfois on dit un peu comme du papier cigarette froissé. Ah oui. Il peut y avoir des rougeurs, des zones où la peau est plus fine, mais aussi, et c'est là que ça se complique, des adhérences, des fusions. Des fusions. C'est-à-dire? Chez la femme, par exemple, les petites lèvres peuvent se coller entre elles ou se coller au capuchon du clitoris. On appelle ça un phimosis clitoridien. En gros, le clitoris est recouvert, voire emprisonné. Ah d'accord, je vois. Et chez l'homme ou le garçon, on parle de phimosis quand le prépuce se resserre et qu'on ne peut plus le décaloter. Bon, les symptômes semblent quand même assez parlants une fois qu'on les connaît. Pourtant, on l'a dit, le diagnostic, c'est la galère. L'ASSO parle de no man's land médical. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le LS, il est un peu à la frontière de plusieurs spécialités. Gynéco, urologie, dermato, pédiatrie. Mhm. Mais ce que disent l'ASSO et beaucoup de patients, c'est que souvent, les gynécos, les urologues, les pédiatres, ils sont pas assez formés sur le LS pour le reconnaître, pour le traiter. Et les dermatos? Et les dermatos connaissent mieux en général. C'est une maladie de peau après tout. Mais c'est pas forcément eux qu'on va voir en premier pour un problème intime. Du coup, ça mène à des situations un peu folles, non? Carrément. Des erreurs de diagnostic à l'appel. On va traiter pour des mycoses pendant des mois, des années. Le grand classique? Voilà. Ou pour de l'herpès, de l'eczéma, parfois même on dit aux gens c'est dans votre tête. Non. Si, si. Le résultat, c'est que le délai moyen avant d'avoir le bon diagnostic, ça peut être 5 ans, 10 ans, parfois même 15 ans. 15 ans? Oui, des années. C'est une éternité quand on a mal tous les jours. C'est du temps perdu pendant lequel la maladie avance et les lésions peuvent devenir irréversibles. C'est effarant. Et ce manque de connaissances, ça touche pas que les médecins spécialistes? Ça touche aussi les pharmaciens, qu'on voit souvent en premier pour des démangeaisons, les sages-femmes, les kinés spécialisés en périnéologie, les sexologues, les infirmières. Toute la chaîne de soins, en fait. Exactement, toute la chaîne est potentiellement affectée. Si tous ces professionnels étaient mieux informés, ils pourraient orienter plus vite et mieux. Et en plus de tout ça, il y a le poids du silence, le tabou autour de la zone génitale. C'est pas facile de parler de sa vulve, de son pénis, de démangeaison, là. C'est un facteur qui aggrave tout, c'est clair. L'association cite un article super intéressant de la NZZ d'octobre 2022. Oui, voilà. Le titre, c'était Comment la vulve et le clitoris ont disparu des manuels scolaires et pourquoi les femmes en souffrent encore aujourd'hui. L'article expliquait que certaines images d'anatomie du XVIIe siècle étaient plus précises que celles des manuels actuels. C'est dingue. Oui, ce déni culturel, éducatif autour de l'anatomie génitale, surtout féminine, ça crée un terrain parfait pour la méconnaissance médicale et le retard de diagnostic. C'est un cercle vicieux, quoi. Le tabou nourrit l'ignorance la souffrance renforce le tabou. C'est sidérant qu'on en soit là au XXIe siècle. Et ce retard de diagnostic, c'est pas juste une question d'inconfort qui dure. Il y a de vrais enjeux médicaux derrière. Ah oui, absolument cruciaux. D'abord, avoir un diagnostic et un traitement tôt, ça permet de soulager vite les symptômes, surtout les douleurs chroniques qui peuvent être très invalidantes avec un impact énorme sur la qualité de vie, la sexualité. Bien sûr.
Ensuite, ça permet d'éviter ou au moins de limiter le recours à la chirurgie. Parfois, il faut opérer pour réparer les séquelles, comme les fusions, les phimosis. C'est pas anodin. Et il y a un troisième point. Oui, et il n'est pas négligeable. Le LS, qui n'est pas traité ou mal suivi, ça augmente le risque faible, mais réel, de développer un cancer de la peau sur la zone malade. Ah oui, quand même. Alors qu'un traitement bien suivi, avec des contrôles réguliers, ça réduit considérablement ce risque. Heureusement, il existe des traitements. C'est ça le message d'espoir. Oui, heureusement. Il y a des traitements efficaces. Le principal, ce sont des crèmes à base de corticoïdes très puissants à appliquer localement. Ça permet de contrôler l'inflammation et d'éviter que ça s'aggrave. D'accord. Il existe même des recommandations européennes officielles pour le traitement. Elles ont été mises à jour en 2023. Et l'association les met à disposition d'ailleurs. Ça renforce son rôle de source d'infos fiables et à jour. Face à ce parcours du combattant pour le diagnostic et ce silence pesant, l'information devient une arme en fait. Quels outils concrets l'association propose pour justement informer et soutenir? Ils ont développé toute une palette d'outils, vraiment bien faits. En plus du site web, leur fameuse bibliothèque de 13 ans d'expérience, ils ont des formats super accessibles. Comme quoi, par exemple? Il y a une vidéo d'animation, courte, 4-5 minutes, en français, allemand, italien. Elle explique très clairement, c'est parfait pour une première info ou pour expliquer à ses proches. Oui, c'est très utile ça. Et ils aident aussi les gens à repérer les signes eux-mêmes. Oui, avec un dépliant d'auto-examen. Comment reconnaître le LS? Il existe en 10 langues pour les femmes et 2 pour les hommes. C'est un outil concret pour encourager à regarder, à prendre conscience. Bien vu. Il y a aussi une brochure, l'essentiel en bref. Un résumé sur la maladie, les traitements, gratuite en PDF, mais on peut aussi l'acheter en version papier en allemand, français, italien sur leur boutique en ligne. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'ils ont aussi pensé aux plus jeunes, aux enfants et aux ados. Ça montre qu'ils comprennent bien les besoins spécifiques à chaque âge. C'est vrai, et c'est assez rare pour être souligné. Ils ont édité un livre pour enfants, Julie et les coquillages. Il explique le LS aux petites filles, mais de façon douce, avec des images. Adorable. Il est gratuit en PDF et on peut l'acheter en version papier en 7 langues. Et pour les ados, il y a Mara et son secret. C'est un petit roman qui parle du vécu du LSA à cet âge difficile, les questions d'identité, les premières relations. Super initiative. Lui aussi, gratuit en PDF, achetable en 3 langues. C'est un travail énorme pour dédramatiser et accompagner. Et ils ont aussi une vidéo qui présente leur association, leur travail. Oui, une petite vidéo de 3 minutes qui résume ce qu'ils font et elle se termine par un appel à partager l'info pour que d'autres personnes puissent les trouver. Justement, en parlant de faire circuler l'info, l'actualité récente là de début 2025, selon leurs sources, montre que ça bouge un peu, non? La parole se libère, surtout en français, on dirait. Oui, on sent un frémissement. Il mentionne plusieurs initiatives. Un épisode du podcast Périnée bien-aimé sur le LS avec Geneviève Peigné. C'est elle qui a écrit ce livre témoignage très fort, Nos lèvres disparaissent. Ah oui, j'en ai entendu parler. Il y a eu aussi une autre interview radio-podcast de Cécile Guérin avec la même auteure, et puis un documentaire sonore, La vie humaine, où Geneviève et une autre femme, Agnès, racontent leur errance médicale, le tabou. Ces témoignages, c'est puissant. Et d'autres publications. Oui, un autre livre témoignage, auto-édité celui-là, Un jour à la fois, La force sous la douleur, de Catilène Mayence. Et il faut aussi mentionner tout le travail autour des ressources de Jacqueline Lantier. C'est qui elle? C'est une Canadienne. Elle est devenue ce qu'on appelle une patiente experte, après avoir galéré pendant 10 ans pour son diagnostic. On lui disait que c'était dans sa tête. Le fameux. Exactement. Son livre et ses infos ont été traduits en français par Magali Pirotte, du projet Sexed Plus, et Jacqueline anime aussi un podcast en anglais très écouté, The Lost Layhack Chronicles. Son parcours montre bien comment les patients prennent les choses en main face à un système médical parfois défaillant. Ou méprisant. Toutes ces voix qui s'élèvent, ces ressources qui se créent, ça rejoint cet appel à agir tous ensemble pour briser le silence. L'association utilise une image pour ça, non? Une histoire? Oui, une très jolie métaphore. C'est une légende amérindienne, celle du colibri. Pendant un énorme incendie de forêt, tous les animaux fuient, paniqués, sauf un tout petit colibri. Ah oui? Lui, il fait des allers-retours entre la rivière et le feu. Il prend quelques gouttes d'eau dans son bec et les jette sur les flammes. Un tatou passe par là et se moque. Colibri, t'es fou ou quoi? C'est pas avec tes gouttes d'eau que tu vas éteindre l'incendie. Et le colibri? Il lui répond juste: Je sais, mais je fais ma part.
Et en le voyant faire, les autres animaux reprennent courage. Ils se mettent à aider aussi, et tous ensemble, ils arrivent à maîtriser le feu. C'est une magnifique image. Ça illustre parfaitement l'esprit de l'assaut et l'idée que chaque petit geste compte. Partager une vidéo, oser en parler à son médecin, poser des questions. Chaque goutte d'eau a son importance. C'est exactement ça. L'idée que personne ne peut régler seul un problème aussi vaste, mais que si chacun fait sa part, l'addition de tous ces petits efforts peut vraiment changer les choses. Lutter contre l'ignorance et l'isolement. Bon, si on devait essayer de résumer les points clés de tout ça. Alors, premièrement, l'existence et l'importance capitale de l'association Lichen scléreux. C'est une ressource européenne fiable née de l'expérience des patients eux-mêmes, pour une maladie fréquente mais terriblement sous-estimée. D'accord. Point 1. Deuxièmement, ce paradoxe fou. Une maladie qui touche beaucoup de monde, une femme sur 50, rappelons-le, mais qui reste dans l'ombre, méconnue, même des médecins. Paradoxe et silence. Troisièmement, les conséquences graves de cette errance diagnostique. Les douleurs chroniques, les chirurgies qu'on pourrait éviter, le risque de cancer qui augmente. D'où l'urgence d'avoir une info accessible et un diagnostic rapide. Il faut souligner aussi la richesse des outils qu'ils ont créés. Le site web hyper complet, les vidéos, les brochures, les livres pour enfants, pour ados, les groupes de soutien, leur réseau de partenaires, c'est un vrai écosystème d'aide qu'ils proposent. Oui, toutes ces informations, elles sont précieuses pour n'importe qui se pose des questions, que ce soit pour soi-même, pour un proche, ou même juste par curiosité, pour comprendre ces zones d'ombre de la santé. L'association, c'est vraiment une porte d'entrée sûre et bienveillante. Et pour finir, tout ce qu'on a dit là, le silence sur la vulve, dans les manuels, l'errance médicale, le tabou qui colle à la peau, ça va au-delà du seul lichen scléreux. Ça nous amène à une réflexion plus large. Ah oui, tout à fait. Ça pose une question de fond. À quel point est-ce que ce manque général de discussion ouverte, d'éducation, de curiosité bienveillante sur la santé génitale et sexuelle féminine et masculine, à quel point est-ce que ça entretient l'ignorance, le retard de diagnostic, la souffrance pour plein de gens, pour plein de maladies? Mhm. Si une maladie qui touche 2% des femmes peut rester aussi cachée, qu'est-ce que ça dit sur d'autres aspects de notre santé intime? Quel rôle essentiel d'information accessible et le courage collectif de briser les tabous peuvent jouer pour enfin améliorer la santé et le bien-être de tout le monde? Une question fondamentale, en effet, qui nous invite à regarder plus loin que ce cas précis et à interroger notre rapport collectif au corps, à l'intime. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous.